Et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que le premier épisode, le commencement, vous a plu et nous allons continuer donc dans ma vie de personne handicapée et tout ce qui va s'écouler à la suite de cet accident de travail que j'ai eu. Donc comme je disais la dernière fois, cet accident m'a cassée, mais il n'y a pas que ça. Avant de continuer l'histoire, j'aimerais revenir sur une chose qui est très importante. C'est le fait que j'étais quand même beaucoup dans l'émotion, et ça, on peut le comprendre, je suppose. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on se donne l'envie de travailler, quand on a envie de faire quelque chose de sa vie, même si on est mal payé, même si on n'en peut plus, il est, comment dirais-je, c'est vraiment insupportable de se dire j'ai eu un accident à cause du travail que j'ai fait et que je faisais bien. Voilà. Et je voulais vraiment revenir là-dessus parce que dans un lieu où on est censé travailler, on doit être en sécurité et ça n'a pas été mon cas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément troublée, mais aussi écœurée. Et puis vous verrez par la suite qu'il y a de quoi être écœurée. Donc pour en revenir, donc je m'étais arrêtée, donc à la suite de ce fameux lundi 23 novembre 2009, l'hôpital avait marqué 3 jours d'ITT, considérant que bon, c'était à un médecin généraliste de s'occuper de la suite. J'ai passé une nuit, cette nuit-là, complètement horrible. Alors déjà parce que j'avais très mal, j'avais l'impression d'être passée sous 3 tonnes, on va dire, si c'est pas plus. Et j'avais vraiment des douleurs inconsidérées, de brûlures, imaginez un petit peu ce que je pouvais subir. J'avais des sensations de brûlure, des coups de couteau, des coups d'aiguille, on pouvait pas me toucher ni le bras, ni les épaules, ni rien. La seule chose qui arrivait à me calmer, c'était de prendre une douche ou un bain chaud. Donc j'ai passé une nuit un peu compliquée, bien sûr à faire des cauchemars. J'ai dû dormir 2 heures cette nuit-là, si mes souvenirs sont bons. Ça a été très compliqué. Et il a fallu que je trouve un médecin généraliste, parce que là où je vivais, dans le Var, je n'avais pas de médecin généraliste parce que je n'étais jamais malade. Donc c'est ma mère qui a dû aller un petit peu se renseigner pour moi parce que je n'avais pas le droit de bouger. Je vous rappelle, j'avais une orthèse, une minerve, et comme les cervicales et que j'ai eu un trauma crânien, donc j'ai été touchée au niveau des cervicales et j'ai eu ce trauma crânien, je n'avais pas le droit de bouger. La seule chose que j'avais droit de faire, c'était d'être du canapé au lit et du lit au canapé. Et donc, c'était déjà très compliqué pour moi, qui était quelqu'un de très dynamique, qui arrêtait pas de bouger, peut-être un petit peu hyperactive, très certainement, mais dans le bon sens du terme. Et puis, donc à partir de là, je pouvais plus rien faire en fait. Je ne pouvais même plus couper mes aliments. Ma mère a dû vivre avec moi. Elle a dû laisser son appartement en catastrophe pour vivre avec moi parce que je ne pouvais plus rien faire. J'avais vraiment, je ne pouvais plus me servir de mon bras ni de mes cervicales. Je tenais à peine debout et j'insiste là-dessus parce que pour la suite, c'est vraiment important de comprendre tout ça. Et donc il a fallu trouver un médecin. Bon, on a fini par en trouver une qui était très bien, mais qui a été dépassée par les événements. Quand elle m'a reçue, bien sûr, elle a vu que c'était plus compliqué qu'on ne le pensait.
mais au tout début, bon, elle est restée sur ce qu'avait dit l'hôpital, donc c'est-à-dire une entorse cervico-brachiale avec bon ben voilà le bras complètement inerte, quoi, on va dire ça comme ça. Donc elle a commencé à me donner un traitement. Donc il n'y a pas forcément de traitement à part des anti-inflammatoires. Et c'était des anti-inflammatoires très forts qu'on ne donne pas comme ça, c'est sur des ordonnances vraiment sécurisées. Et elle m'a donné aussi des Eurohypnol, c'est-à-dire des médicaments parce qu'il fallait absolument que je me détende. Donc je pense pas pouvoir les citer parce que c'est des marques et je risque d'être censurée. Mais bon, c'est des choses qu'on ne donne généralement que dans des centres psychiatriques. Alors pourquoi on donne ce genre de choses dans les centres psychiatriques? C'est pour détendre, pour dormir, mais aussi pour régénérer le corps quand on a de grosses lésions telles que j'ai eu à ce moment-là. Et donc, tous les 15 jours, il fallait que j'aille la voir. Et je n'avais donc absolument pas le droit de bouger. La seule chose que j'avais le droit de faire, c'était de rester allongée. Alors, imaginez une personne qui a travaillé 23 ans, un peu moins, 20 ans, dans la grande distribution, qui passe son temps à travailler, qui passe son temps à sortir, qui passe son temps à vivre tout simplement, et du jour au lendemain se retrouver sans pouvoir rien faire, ni même pouvoir se laver, parce que j'en étais à ce point-là. Ça me met dans une fureur. La dernière fois, j'étais dans l'émotion, mais là, je suis vraiment dans la fureur. Parce que quand je dis qu'on m'a détruite, c'est bien le mot, c'est qu'on m'a détruite. Je vais rentrer un peu plus dans les détails de ce fameux jour où je vais donc chez mon médecin. Je croise des clients. Alors, savoir que je vivais dans un petit village, donc tout le monde se connaissait et le magasin en question faisait partie du village. Donc, il était bien évident que j'allais croiser des voisins et des clients. Figurez-vous que là, je me suis sentie vraiment outrée et furieuse, mais surtout trahie, parce que j'ai un client et une cliente qui sont venus, qui est un couple, qui est venu me voir en me disant vous êtes bien amochée, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et donc j'explique que j'ai eu comme je pouvais, en parlant comme je pouvais, parce que c'était très difficile de m'exprimer. Je leur explique ce qui s'était passé, sans rentrer dans les détails, mais que j'avais eu un accident de travail la veille. Et figurez-vous qu'ils m'ont dit pour quelqu'un qui a simulé, vous vous êtes sacrément amoché. Alors là, moi, j'ai pas bien compris. Simuler de quoi? Simuler un accident. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu ce que ça veut dire? Simuler un accident, simuler faire venir les pompiers, simuler mon état, tout simplement. Est-ce que, franchement, c'est concevable? Donc, je suis restée un petit peu sans mots. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça sort, ça? Comment on peut imaginer 2 secondes que j'ai pu simuler l'accident? Et elle me dit, c'est ce qu'on dit au magasin. Donc ça, c'est la dame de la femme de ce monsieur, qui était donc voisin et puis client, qui me dit ça. Qui me dit, c'est ce qu'on dit dans le magasin. Et là, je savais même plus s'il fallait que je m'énerve, si je pleure, si j'étais complètement ailleurs, parce que je ne pouvais pas tolérer une seule seconde qu'on mette en cause mon intégrité personnelle, là pour le coup, et de croire et faire croire que j'avais simulé cet accident. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu ce que ça veut dire. Simuler un accident de travail. En gros, ça voulait dire que je me suis foutue par terre et que j'ai fait croire que je me suis évanouie, que j'ai fait croire que j'avais mal partout, mais c'est inconcevable. Je suis encore 16 ans plus tard sidérée par cette chose-là, mais c'est que le début, parce que vous allez voir que ça va me poursuivre tout le long, cette histoire. Et je suis partie chez le médecin complètement déconcertée. Je savais plus quoi penser, en fait. Je me suis donné corps et âme pendant 1 an et demi
dans un foutu magasin à me détruire la santé. Ils m'ont pourri la vie. Et en plus, on me traite de menteuse, parce que c'est ça le truc. J'étais sidérée. Donc, je suis partie chez le médecin. On en a reparlé avec ma mère. J'étais en pleurs, sans compter les douleurs, parce que ces douleurs-là me suivent toujours. Hein. Je spoil un peu, mais ces douleurs-là me suivent toujours. Et j'étais, mais je suis restée quoi, en fait, hein, je savais même pas quoi penser. J'avais même pas la force de prendre mon téléphone et de leur dire que c'était que des salauds. Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'autre mot. Comment on pouvait imaginer 2 secondes que j'avais simulé cet accident. Donc je suis restée comme ça pendant plusieurs semaines. Donc la seule sortie que j'avais, c'était d'aller chez le médecin. Donc c'était assez compliqué parce que je devenais un zombie avec les médicaments que je prenais. Parce que j'en avais une flopée. Alors pour vous donner un petit peu des exemples, j'avais des psychotropes, on va dire ça comme ça. Je peux pas donner les noms. J'avais des anti-inflammatoires très forts. J'avais de la cortisone. Et donc, juste pour situer un petit peu, si vous voulez, quand j'ai eu mon accident, je faisais 59 kilos. Donc, je suis pas très grande, je suis 1m65, je faisais 59 kilos. Donc, j'étais pas épaisse non plus. Et très vite, ces médicaments m'ont fait gonfler, m'ont fait grossir. Et donc, j'ai dû supporter, donc, en plus de mes douleurs et de ce que je vivais, j'ai dû supporter ma transformation du corps, en plus du bras qui ne fonctionnait plus, en plus de ces décharges électriques, en plus de ces coups de couteau et de ces coups de poignard que je prenais, ces décharges électriques insupportables. Imaginez prendre du 220 volts toutes les 3 secondes dans le corps. C'est vraiment quelque chose d'affreux. Je le souhaite vraiment à personne et même pas à mon pire ennemi. J'étais complètement KO. J'avais des cernes qui me descendaient jusque sous le nez. Je ne dormais plus. Je passais mes nuits à hurler de douleur, mais en même temps, je revoyais mon accident, en fait, inconsciemment. Et le vide, finalement, que ça procurait tout ça, du jour au lendemain, se retrouver sans rien faire. Et puis, quelques jours ont passé, et puis un beau jour, un matin, la sonnette de la maison, il devait être 9h30, 10h. Ma mère va voir ce qui se passe, et je me vois un médecin expert qui débarque à la maison. Donc, c'était un médecin expert indépendant qui a été mandaté par mon patron pour venir voir si vraiment j'étais en état d'accident de travail. Non mais imaginez-vous un petit peu ma tête. Je peux plus bouger, je suis couchée, j'ai des tas de médicaments, n'en plus finir. La table basse, elle était remplie de médicaments parce que j'avais des heures très particulières à les prendre. Je dormais pas, j'étais KO, j'avais mal partout. Et là, un médecin expert qui me dit, je suis mandaté par la société Untel, je viens voir si vous êtes vraiment en accident de travail. Il pensait quoi? Que je faisais la fête? Vive la parano, moi je vous le dis franchement, vive la parano. Je trouve ça d'une indécence caractérisée, insupportable. Bon, très sincèrement, le médecin expert, il est resté 10 minutes. Et je lui ai dit de toute façon, parce que moi je pensais que le 19 décembre j'allais reprendre, hein, j'étais persuadée que je reprendrais, donc 1 mois plus tard que je reprendrais le travail. Que c'était pas ça je pensais pas que ça allait m'arrêter, hein, finalement. Et il me dit effectivement, vu ce que vous prenez, vu votre état, il me dit, moi je vous le dis très sincèrement, madame, vous ne reprendrez pas le 19 décembre. Donc là, recatastrophe, je me dis qu'est-ce qu'il me raconte?
Moi, je veux reprendre, ça va être les fêtes de Noël, il faut que je reprenne, puis financièrement aussi, parce que faut savoir que quand on a un accident de travail, pendant 90 jours, on ne touche pas le salaire plein. Hein, voilà, ça c'est bien ce qu'il faut se dire. Donc financièrement, ça devenait compliqué très vite. Et même si ma mère vivait avec moi, elle était à la retraite, donc c'était un petit peu compliqué à gérer tout ça. Et puis, il faut pas oublier qu'on était au mois de novembre, et bien sûr, ça veut dire électricité plus chère, etc., etc. Donc, cet expert s'en va. Et là, il m'a pris un coup de folie, et j'ai appelé mon patron pour lui dire ce que je pensais, que je trouvais ça inadmissible ce qu'il m'avait fait. J'ai été trahie 2 fois en l'espace de 15 jours sur la simulation de l'accident et de me faire venir ce médecin comme cheveux sur la soupe pour voir si finalement je prenais pas des vacances. Non mais imaginez un petit peu ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là quand en gros vous êtes limite mort, mais on vient quand même voir si vous l'êtes vraiment. Je l'ai vécu encore plus mal que ma chute. Parce que moralement, je me suis dit, je me suis donnée à 100% et finalement, on me remercie comme ça. Alors, je savais très bien, hein, bien évidemment, que ça venait pas de mon patron, que ça venait de l'espèce de petit nabot qui se prenait pour le chef de service et que c'était lui qui avait manigancé tout ça. Ça, j'en suis convaincue et on me l'enlèvera jamais de la tête. Il a essayé de me piéger quelque part. De toute façon, apparemment, il l'a dit haut et fort à tout le monde, que ce soit aux caissières, enfin aux hôtesses de caisse, en passant par celles qui faisaient les rayons. J'avais simulé que de toute façon, que cet accident n'existait pas, que c'était pas vrai, que j'avais fait exprès, que limite je m'étais mise par terre à faire semblant d'être évanouie. Non mais comment on peut faire semblant d'être évanoui? Je rappelle quand même que les pompiers n'arrivaient pas à me réveiller. Ils n'arrivaient même pas à prendre ma tension parce qu'elle était très basse. Il a fallu que comme je le disais l'autre fois, le pompier me tire une claque et que je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais gardé la main pendant un moment sur la joue. Il a fallu qu'il prenne ma tension, ça je m'en souviens, à la cheville, parce qu'il n'arrivait pas à prendre ma tension. Donc comment on peut arriver à simuler ce genre de choses? Je vous laisse imaginer ce moment-là où on met votre parole en doute sur un accident qui a failli vous tuer. C'est à un moment donné, on n'a qu'une envie, c'est de frapper tout le monde. On a juste envie de les envoyer aller se faire foutre, parce que c'est le mot, et je suis en colère parce que ils ont détruit celle que j'étais, ils ont détruit ma vie maintenant, et je peux le dire, 16 ans plus tard, mais en plus, ils mettent en doute ce qui s'est passé. Et je sais pas si vous vous rendez vraiment compte parce que c'est facile enfin facile, non c'est pas facile, mais d'en parler comme ça, je sais pas si vous vous rendez compte du degré de trahison, alors que je donnais tout pour ce magasin, alors que je comptais pas mes heures, que j'ai tout fait pour que le rayon qui était en perdition reprenne un peu de force, j'avais fait monter les chiffres, etc. Je ne vivais plus, je n'avais plus de vie privée. Je passais mon temps dans ce foutu magasin et là, on me dit, d'une, vous avez simulé, deux, ah ben je viens vérifier si vous êtes vraiment au point d'être en accident de travail. Non mais le monde est complètement fou. À partir de ce moment-là, ça a été une angoisse permanente. Et je garde mes mots. Je l'ai jamais digéré.
Et j'ai jamais digéré qu'on me dise que j'avais menti. Je crois que pour moi, la pire des insultes, c'est me dire que je suis une menteuse. Je m'étais promis de pas pleurer aujourd'hui, mais vous voyez dans quel état ça peut me mettre. Autant de fureur, mais à la fois de mettre mon intégrité personnelle en doute. Ça a été pour moi la pire des choses qui puissent m'arriver. Et je vous rappelle quand même que cet accident, c'est quand même un accident de travail. Un accident, de toute façon, on s'y attend jamais, hein, ça arrive comme ça, mais c'est horrible. C'est horrible de vivre ce genre de choses. C'est horrible de vivre ce genre de choses. Je le souhaite à personne, et pourtant, je pourrais le souhaiter justement à ceux qui m'ont fait vraiment beaucoup de mal, mais même pas je le souhaite. Parce qu'on se retrouve dans une détresse monumentale, et vous allez voir que par la suite, il n'y a pas que les problèmes de santé, il n'y a pas que tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant et ce que je continuerai à vivre va être encore pire. Ce n'est que le début de mon histoire que je suis en train de vous raconter. Et j'essaye de trouver les mots les plus, comment dirais-je, les plus adéquates pour vraiment vous mettre dans ma peau à ce moment-là. Voilà pour ce deuxième épisode du commencement. J'espère que ça... Je n'ai pas envie de vous dire que ça vous plaît, parce que c'est pas le but de plaire ou pas. C'est le but de parler, de faire un peu de prévention aussi, et surtout de dire la vérité sur la face cachée du handicap. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à me suivre, que tout au long de... Je vais vraiment être transparente avec vous. Alors, il y aura forcément des moments de pétage de plomb, des moments d'accablement, parce que 16 ans, c'est long, surtout dans des conditions pareilles, des moments de doute, des moments de culpabilité, des moments de honte. Donc je vous laisse découvrir tout ça, et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à laisser quelques commentaires. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.